Pendant 22 ans, Raphaël passa de main en main comme une marchandise défectueuse. 8 maîtres différents l'achetèrent, l'utilisèrent, le brisèrent chacun à sa manière, puis le revendirent lorsqu'il ne leur était plus utile. Chacun laissa sa marque, non seulement des cicatrices physiques sur ses épaules, son dos et ses chevilles, mais aussi des blessures psychologiques qui s'aggravaient à chaque transaction. Il fut la propriété d'un paysan brutal en Martinique, l'objet sexuel d'un aristocrate dépravé à Bordeaux, le cobaye d'un chirurgien sadique à Paris, la main-d'œuvre jetable d'un marchand avide à Nantes. 8 hommes qui pensaient pouvoir utiliser un autre être humain impunément. Mais en 1794, lorsque la Révolution française fit voler en éclats les structures de l'ancien ordre, Raphaël accomplit l'impensable. Il retrouva chacun des 8 maîtres qu'il avait réduits en esclavage et, par une manipulation brillante et une vengeance méticuleuse, il renversa complètement leur situation. Abonnez-vous dès maintenant, car cette histoire n'est pas une histoire de pardon ou de réconciliation. C'est l'histoire d'un homme qui a transformé 8 tortionnaires en sa propriété. Dites-nous d'où vous regardez ce message. Voici le récit le plus brutal d'une vengeance parfaite que les archives de la Révolution s'aient conservé. Et chaque mot est tiré de documents authentiques. La vie de Raphaël, réduit en esclavage, commença en 1772, alors qu'il n'avait que 9 ans. Né libre dans un petit village de pêcheurs près de Gorée, il était le fils d'une femme wolof et d'un père inconnu, probablement l'un des nombreux marins européens ayant transité par le port négrier. Son teint, d'une nuance intermédiaire que la société coloniale qualifierait de mulâtre, et ses yeux, d'une clarté curieuse, presque dorée, complétaient son existence. Il mena une vie simple et heureuse jusqu'à ce que, la nuit venue, des trafiquants envahissent son village, capturant tous ceux qu'ils purent pour remplir le quota d'un navire négrier en retard. Raphaël survécut à la traversée de l'Atlantique, 3 mois passés dans la cale nauséabonde du Saint-Louis, navire commandé par un alcoolique brutal nommé Bergeron, qui traitait ses passagers plus mal que des animaux. Sur les 230 personnes embarquées à Gorée, 183 arrivèrent vivantes à Fort-de-France, en Martinique. Raphaël était parmi les survivants, mais quelque chose en lui s'était brisé durant cette traversée. Non pas son esprit tout entier, mais sa capacité à croire que le monde était régi par un ordre ou une justice quelconque. Le premier maître fut M. Claude Dufour, propriétaire d'une plantation de canne à sucre dans les collines de la Martinique. Dufour était un fermier colonial typique, pas particulièrement cruel par plaisir, mais totalement indifférent à la souffrance humaine lorsqu'elle nuisait à ses profits. Il acheta Raphaël pour 280 livres au marché aux esclaves de Fort-de-France, voyant du potentiel dans ce garçon métis intelligent. Ces mulâtres, dit-il au contremaître, sont généralement plus intelligents que les noirs de souche, utiles pour les travaux qui requièrent de la réflexion. Raphaël passa 5 ans sur la plantation Dufour, de 9 à 14 ans. Il commença dans les champs de canne à sucre, un travail épuisant pour les hommes adultes, un véritable calvaire pour un enfant. Il coupait la canne sous un soleil équatorial brûlant, portait de lourds fagots qui courbaient son jeune dos et subissait des coups de fouet lorsqu'il était trop lent. Mais Dufour remarqua l'intelligence du garçon et finit par l'affecter aux tâches domestiques de la maison principale. Servir les repas, faire le ménage et servir de messager. C'est durant ces années que Raphaël apprit une leçon essentielle. L'information, c'est le pouvoir. En servant les repas, il surprenait les conversations de Dufour avec d'autres agriculteurs. Il apprit tout sur les dettes, les mauvais placements, les liaisons extraconjugales et la fraude fiscale. Il mémorisait tout. À 14 ans déjà, une part de lui amassait des munitions pour une future guerre qu'il ignorait encore devoir mener. En 1767, Dufour vendit Raphaël. Non pas pour mauvaise conduite, Raphaël était un domestique modèle. Mais Dufour avait besoin d'argent rapidement pour rembourser des dettes de jeu, et Raphaël, devenu un adolescent fort et bien dressé, valait 800 livres, un profit considérable sur l'investissement initial.
Il fut vendu à un marchand d'esclaves qui le transporta en France métropolitaine, plus précisément à Bordeaux. Le second maître était le marquis Henri de Valcourt, un aristocrate de 52 ans jouissant d'une réputation particulière dans les cercles discrets bordelais. Valcourt acheta Raphaël précisément pour son apparence, un garçon métis de 14 ans, aux traits délicats, au corps encore imparfaitement masculin. Le marquis avait des penchants que la bonne société n'évoquait pas, mais que tout le monde connaissait. Les 3 années que Raphaël passa chez Valcourt, de 1777 à 1780, furent différentes des horreurs physiques de la plantation, mais peut-être pires psychologiquement. Valcourt abusait de lui sexuellement, régulièrement, toujours sous prétexte d'éducation ou de privilège. « Tu devrais être reconnaissant », lui murmurait le marquis lors des sévices nocturnes. « D'autres esclaves meurent dans les champs de canne à sucre. Toi, tu vis dans le luxe, tu dors dans un lit moelleux, tu manges de la bonne nourriture. Un petit prix à payer, n'est-ce pas ?» Durant ces années, Raphaël apprit à se dissocier, à mettre en veilleuse une partie de son esprit, tandis que son corps était exploité. Mais il apprit aussi autre chose, les faiblesses des hommes puissants. Valcourt vivait dans la crainte constante d'être démasqué, d'un scandale qui ruinerait sa réputation. Cette peur était une faiblesse exploitable. Raphaël enregistra soigneusement cette information dans la partie de son cerveau qui restait froide et calculatrice, même lorsque le reste de son être souffrait. En 1780, Valcourt se lassa de Raphaël. Le garçon grandissait, devenait trop masculin et ne correspondait plus aux préférences du marquis. Il fut donc vendu une nouvelle fois, cette fois, à un médecin parisien. Le 3e maître était le docteur Antoine Mercier, chirurgien associé à l'Hôtel-Dieu à Paris et exerçant une activité privée lucrative. Mercier se prétendait homme de science. Il acheta Raphaël, alors âgé de 17 ans, précisément à des fins d'expérimentation médicale. « Les Noirs », écrivait Mercier dans son journal, offrent des possibilités uniques d'études anatomiques. Des sujets que l'on peut tester sans les considérations éthiques qui limiteraient la recherche sur les patients européens. Pendant 2 ans, de 1780 à 1782, Raphaël servit de cobaye humain. Mercier testa sur lui de nouvelles techniques chirurgicales, incision sans anesthésie pour étudier la cicatrisation, injection de substances pour observer les réactions, voire vivisection partielle à des fins pédagogiques. Les cicatrices que Raphaël garda de ces années furent visibles et permanentes, des marques chirurgicales sillonnant son torse, des brûlures chimiques sur ses bras, là où Mercier avait testé des traitements. Mais Raphaël apprit aussi les rudiments de la médecine. Il observait les interventions, mémorisait les techniques et comprenait l'anatomie. Mercier, dans son arrogance, expliquait fréquemment ce qu'il faisait en incisant, comme un professeur donnant un cours. Il ne lui venait pas à l'esprit qu'un esclave puisse absorber des connaissances médicales qui seraient un jour utilisées contre lui. Mercier finit par vendre Raphaël, l'esclave étant devenu trop abîmé pour servir à d'autres expériences. En 1782, il fut revendu cette fois à un marchand nantais. Le 4e maître était Pascal Beaumont, un négociant impliqué dans le commerce triangulaire. Beaumont employa Raphaël comme docker, chargé de charger les cargaisons des navires négriers, d'organiser les entrepôts et d'effectuer des travaux forcés exténuants. Ce ne fut que 18 mois, de 1782 à 1783, mais 18 mois de labeur éreintant, de malnutrition et de coups fréquents, le rythme de travail étant jugé insuffisant par Beaumont. Mais Nantes lui offrait aussi quelque chose de précieux, une immersion dans les rouages de la traite négrière. Raphaël y consulta des contrats, rencontra des capitaines de navires, comprit les routes commerciales, apprit qui finançait les expéditions et comment les profits étaient partagés. Autant de connaissances qu'il consigna méticuleusement. Beaumont vendit Raphaël en 1783 à un autre propriétaire de plantation, cette fois en Guadeloupe. Le 5e maître était François Dubois, un cultivateur de café guadeloupéen réputé pour sa brutalité.
Dubois pensait que les esclaves ne réagissaient qu'à la peur et à la douleur. Raphaël passa 3 ans, de 1783 à 1786, sous un régime de travail si intensif que le taux de mortalité sur la plantation du bois fut l'un des plus élevés des Antilles françaises. 60% des esclaves mouraient dans les 5 ans suivant leur achat. Raphaël a survécu grâce à son entêtement. Mais son corps portait les stigmates de ses blessures. Son dos était couvert de coups de fouet, ses mains déformées par le labeur répétitif, ses articulations abîmées par la malnutrition et le surmenage. Il devenait ce que la société coloniale produisait, un homme brisé extérieurement, mais rongé intérieurement par la haine. Dubois vendit Raphaël en 1786 car l'esclave était trop épuisé pour les travaux des champs. Il fut vendu à prix réduit à quiconque souhaitait des esclaves de second ordre. Le 6e capitaine était Jean-Marie Lefebvre, un officier de marine qui avait acheté Raphaël à bas prix pour servir sur son navire, le Téméraire. Raphaël passa 2 ans, de 1786 à 1788, à travailler sur un navire de guerre, transportant des marchandises, nettoyant les ponts et servant les officiers. Lefebvre n'était pas particulièrement cruel comparé à certains autres, mais il traita Raphaël avec une totale indifférence. Un simple outil utile, rien de plus. Mais la vie dans la marine offrait un bien précieux, la mobilité. Raphaël découvrit de nombreux ports, rencontra des gens venus de différentes régions de l'Empire français et appréhendait la géographie d'une manière inaccessible aux esclaves prisonniers des plantations. Ses connaissances géographiques lui seraient cruciales par la suite. En 1788, Lefebvre vendit Raphaël lorsque l'esclave tomba malade d'une fièvre tropicale et semblait mourant. Ne voulant pas perdre tout son investissement, Lefebvre le vendit à un prix dérisoire à un marchand de Saint-Domingue. Le 7e maître était Bertrand Rousseau, un petit marchand du Cap français qui acheta Raphaël presque à la légère. Il ne paya que 150 livres pour un esclave qui semblait mourant. Mais Raphaël guérit contre toute attente. Rousseau l'employa comme commis dans sa boutique, un travail relativement léger, mais accompagné d'injures constantes. Rousseau avait une langue acérée et s'en servait pour humilier Raphaël quotidiennement, le traitant de animal stupide, de choses brisées, de déchets qui ne vaut même pas ce que j'ai payé. Raphaël travailla pour Rousseau pendant seulement 8 mois en 1788 avant d'être vendu une fois de plus. Le 8e et dernier maître fut le comte Alexandre de Montbrun, un aristocrate de Saint-Domingue qui gérait de vastes plantations de canne à sucre. Montbrun acheta Raphaël en 1789 pour rendre service à Rousseau, qui souhaitait se débarrasser de l'esclave. Montbrun employa Raphaël comme domestique dans son manoir colonial, un travail physiquement moins exigeant mais psychologiquement dégradant. Montbrun aimait organiser des dîners-spectacles où il faisait exécuter des tours à ses esclaves pour divertir ses invités. Raphaël devait tenir des assiettes en équilibre sur sa tête, effectuer un service élaboré à genoux et même participer à des mises en scène humiliantes où les esclaves simulaient une fidélité canine à leur maître. C'est durant son séjour auprès de Montbrun, en juillet 1789, que la nouvelle de la prise de la Bastille parvint à Saint-Domingue. La Révolution française avait commencé, et avec elle, une brèche s'ouvrait dans le système qui maintenait Raphaël en esclavage. Raphaël avait maintenant 26 ans. Il avait passé 22 ans comme propriété de 8 hommes différents. Son corps portait les stigmates de ses sévices, cicatrices chirurgicales de Mercier, marques de fouet de Dubois, déformations articulaires dues à un travail forcé brutal, et même des cicatrices psychologiques des abus de Valcourt, invisibles à l'œil nu, mais peut-être les plus profondes. Mais quelque chose en Raphaël n'avait jamais complètement cédé. Ce noyau de rage, cette part de lui qui mémorisait tout, qui apprenait de chaque maître, qui amassait le savoir comme un avare amasse l'or, cette part était restée intacte. Et lorsque la Révolution a éclaté, lorsque le monde a basculé, cette part de Raphaël s'est pleinement éveillée. Si le monde est en train de changer, pensa-t-il, alors peut-être est-il possible non seulement de s'échapper, mais aussi de régler ses comptes. L'occasion se présenta en août 1791.
lorsqu'une révolte d'esclaves éclata à Saint-Domingue. Ce fut la plus grande insurrection d'esclaves de l'histoire des Amériques. Des dizaines de milliers d'esclaves se soulevèrent simultanément, incendiant les plantations, tuant leurs maîtres et semant le chaos. La colonie française la plus lucrative était en flammes. Dans la confusion générale, Raphaël s'échappa du domaine de Montbrun. Mais contrairement aux autres esclaves fugitifs qui cherchaient de la liberté dans les montagnes ou rejoignaient les armées rebelles, Raphaël avait un tout autre projet. Il vola de l'argent et des documents à Montbrun, suffisamment pour acheter un passage sur un navire à destination de la France métropolitaine. Et dans le chaos de l'effondrement colonial, il parvint à embarquer sans être capturé. Il arriva à Bordeaux en octobre 1791. La France révolutionnaire était un véritable bouillonnement de changements. L'esclavage dans la métropole se trouvait dans une zone grise juridique. Les aristocrates perdirent du pouvoir. Les anciennes hiérarchies s'effondraient. Et Raphaël, nourrissant 22 ans de colère et détenant des informations sur 8 hommes qu'il avait réduits en esclavage, commença à planifier la vengeance la plus élaborée jamais consignée dans les archives révolutionnaires. Il lui fallait d'abord régulariser sa situation. Grâce à de faux papiers achetés à un scribe corrompu, Raphaël devint citoyen Raphaël Liberté, un nom de famille choisi pour son ironie délibérée. Il prétendait être un homme libre originaire de Martinique, sans jamais mentionner ses 22 années d'esclavage. Dans le chaos révolutionnaire où des milliers de documents étaient traités chaque jour, personne ne les vérifiait avec rigueur. Il entreprit alors de retrouver les 8 maîtres. Certains se trouvaient encore dans les colonies, mais plusieurs étaient rentrés en France métropolitaine, fuyant l'instabilité coloniale ou rappelés par leur famille. Raphaël s'appuya sur les contacts qu'il avait tissés au fil des ans, d'anciens esclaves, des domestiques, des dockers, pour les localiser un par un. Claude Dufour, le premier seigneur, se trouvait à Marseille, ruiné par la perte de sa plantation en Martinique lors des rébellions. Le marquis de Valcourt restait à Bordeaux, mais il était suspecté, l'un des comités révolutionnaires en raison de son titre aristocratique. Le docteur Mercier était à Paris, où il exerçait toujours la médecine, mais dans des conditions limitées. Pascal Beaumont à Nantes, tentant de reconstruire des entreprises commerciales qui avaient fait faillite. François Dubois avait fui la Guadeloupe et vivait à Lyon sous une fausse identité. Le capitaine Lefebvre était à Toulon, retraité de la marine. Bertrand Rousseau était à Bordeaux, sa boutique fermée, vivant de ses maigres économies. Le comte de Montbrun était un réfugié à Paris, ayant tout perdu à Saint-Domingue. 8 hommes dispersés à travers la France, tous dans une situation précaire à cause de la Révolution. Parfait. Le plan de Raphaël était complexe, nécessitait des années de mise en œuvre et reposait sur sa capacité à manipuler des systèmes juridiques révolutionnaires chaotiques. Mais il était patient. 22 ans d'esclavage lui avaient appris la patience. Première étape, constituer une base économique. Raphaël commença à travailler comme débardeur à Bordeaux sous une fausse identité. Il économisa avec acharnement. Puis il investit dans de petits projets. Acheter à bas prix des marchandises confisquées à des aristocrates et les revendre avec profit. En 1792, il avait accumulé 2000 livres, pas une fortune, mais un capital suffisant pour la suite. Deuxième phase, mise en réseau. Raphaël prit contact avec d'autres hommes de couleur libre, d'anciens esclaves, des personnes marginalisées par l'ancien ordre et qui entrevoyaient désormais des opportunités dans le nouveau. Il forma une société discrète, officiellement la Société des Frères Africains, mais en réalité un réseau d'échange d'informations et de soutien mutuel. Les membres partageaient des renseignements sur les aristocrates ruinés, les opportunités d'affaires et les évolutions législatives. Troisième phase, lancer des attaques individuelles. Raphaël n'a pas tenté d'éliminer les 8 seigneurs simultanément. Cela aurait été impossible. Il les a donc attaqués un par un, utilisant une méthode adaptée à chacun en fonction de leurs faiblesses spécifiques qu'il avait observées des années auparavant. Première cible, le marquis Henri de Valcourt, l'agresseur sexuel.
Raphaël savait que Valcourt avait une peur viscérale d'être démasqué. Aussi, en mars 1793, en pleine terreur, alors que les aristocrates étaient traqués, Raphaël transmit anonymement des informations au comité révolutionnaire local concernant les activités immorales du marquis. Il s'agissait de détails précis. Les noms d'autres garçons dont Valcourt avait abusé au fil des ans, les dates, les lieux. Des informations que seul un proche de Valcourt pouvait connaître. Valcourt fut arrêté en avril 1793. Lors de son interrogatoire, pris de panique, il admit des faiblesses morales, espérant la clémence. Il n'en obtint aucune. Il fut guillotiné en mai 1793 pour crime contre nature et contre la République. Raphaël assista à l'exécution depuis les tribunes. Quand la tête de Valcourt tomba dans le panier, il ressentit non pas de la jubilation, mais une satisfaction froide. L'un des 8. Deuxième cible, le docteur Antoine Mercier, l'expérimentateur médical. Le cas de Mercier était plus complexe, car il exerçait une profession légitime et n'était pas aristocrate. Raphaël a donc opté pour une approche différente. Il a étudié les dossiers médicaux de Mercier, notamment ceux de patients décédés dans des circonstances suspectes. Puis, se faisant passer pour un proche d'un patient décédé, il a déposé une plainte formelle contre Mercier pour négligence médicale. Normalement, une telle accusation serait ignorée. Mais dans un climat révolutionnaire où les autorités traditionnelles étaient remises en question, et avec des preuves soigneusement fabriquées par Raphaël, documents falsifiés, témoignages d'anciens patients qu'il avait payés pour mentir, l'affaire a pris de l'ampleur. Mercier fut jugé en août 1793. Il ne fut pas exécuté, mais il perdit son droit d'exercer la médecine et fut condamné à 2 ans de prison. À sa sortie, en 1795, il était ruiné, sans profession, sans réputation. Raphaël attendit jusqu'en 1796, alors que Mercier vivait dans une extrême pauvreté à Paris. Il lui fit alors une proposition. Un poste d'assistant médical dans une clinique que Raphaël était en train de créer pour soigner les ouvriers pauvres et les anciens esclaves. Désespéré, Mercier accepta. Ce n'est qu'après la signature du contrat de travail que Raphaël révéla son identité. « Vous vous souvenez de moi, docteur ?» demanda Raphaël en ôtant sa chemise, dévoilant les cicatrices chirurgicales laissées par Mercier. « J'étais votre cobaye préféré il y a 15 ans. » Mercier pâlit, la reconnaissance et l'horreur inondant son visage. « Maintenant, tu travailleras pour moi, » poursuivit Raphaël d'un ton calme. « Tu soigneras les personnes que la société rejette, comme elle m'a rejeté. Et chaque fois que tu utiliseras les compétences chirurgicales que tu as mises en pratique sur mon corps, tu te souviendras de qui te paie réellement. » 2 sur 8. Troisième cible, François Dubois, le fermier brutal. Dubois se cachait à Lyon sous une fausse identité car il était recherché pour des crimes commis en Guadeloupe. Lors des révoltes d'esclaves, il avait personnellement tué des dizaines d'insurgés avec une cruauté inouïe. Raphaël révéla simplement sa cachette aux autorités révolutionnaires. Dubois fut arrêté en septembre 1793. Lors de son procès, des témoins, dont plusieurs anciens esclaves que Raphaël avait retrouvés et fait venir en France spécialement pour témoigner, ont décrit en détail ces atrocités. Il fut reconnu coupable et guillotiné en novembre 1793. 3 sur 8. Quatrième cible, Claude Dufour, le premier gentleman. Dufour était à Marseille, tentant de reconstituer sa fortune grâce au commerce d'import-export. Raphaël utilisa le capital qu'il avait accumulé pour entrer en concurrence directe avec Dufour. Mais il ne s'agissait pas d'une concurrence loyale. Raphaël s'appuya sur les connaissances acquises au fil des années passées au service de Dufour. Il connaissait ses fournisseurs, ses routes commerciales, ses stratégies. Il sabota systématiquement toutes les transactions de Dufour en proposant des prix plus bas, en coupant les ponts avec ses fournisseurs et en répandant des rumeurs sur sa fiabilité. En 1794, Dufour était complètement ruiné. Il perdit tout, y compris sa modeste maison à Marseille. Il fut contraint de vivre dans la rue. Raphaël le trouva en décembre 1794,
mendiant près du port de Marseille. Le vieux fermier ne le reconnut pas tout de suite. 22 ans s'étaient écoulés, et Raphaël n'était plus le garçon que Dufour avait vendu. « Monsieur Dufour, » dit Raphaël en s'agenouillant près du mendiant, « vous cherchez du travail ? Je paie 5 sous par jour aux manutentionnaires qui transportent des marchandises dans mes entrepôts. » Dufour le regarda avec un espoir désespéré. « Oui, n'importe quel travail. »« Super. Écoutez, j'ai acheté vos anciens entrepôts lors de leur vente aux enchères. Ironique, non? Ça commence demain à 4 heures du matin. » Ce n'est que le lendemain, lorsque Dufour se présenta à l'entrepôt, que Raphaël révéla « Je suis Raphaël. Vous m'avez acheté en 1772 pour 280 livres à Fort-de-France. Vous m'avez fait travailler dans les champs de canne à sucre jusqu'à ce que je sois presque brisé. Vous vous souvenez ?» Dufour, sous le choc, secoua lentement la tête. « Maintenant, tu vas travailler pour moi. Tu porteras exactement le même fardeau que celui que tu m'as fait porter quand j'étais enfant. Et si tu te plains ou si tu te reposes trop, je le déduirai de ton salaire déjà maigre. Tu comprends ?» N'ayant pas d'autre choix, Dufour accepta. Il travailla pour Raphaël pendant 3 ans, jusqu'à sa mort d'épuisement en 1797. 4 sur 8. 5e cible. Pascal Beaumont, le négociant nantais. Beaumont tentait de relancer ses activités commerciales à Nantes, mais l'esclavage était progressivement aboli et les anciens modèles économiques s'effondraient. Raphaël, grâce à ses relations à Nantes, bloquait systématiquement toutes les tentatives de Beaumont pour créer de nouvelles entreprises. Il y avait toujours une complication réglementaire, un problème de licence ou un contrat mystérieusement résilié. En 1795, Beaumont était au pied du mur. Raphaël lui proposa une solution. Beaumont pourrait travailler comme gérant dans son entreprise, un salaire correct et des responsabilités clairement définies. Beaumont accepta avec reconnaissance. C'est alors seulement que Raphaël révéla son identité et déclara clairement « Tu travailleras pour moi jusqu'à la fin de tes jours, et chaque décision professionnelle que tu prendras sera examinée par moi, l'homme que tu as traité comme une bête de somme il y a 15 ans. » Beaumont n'avait d'autre choix que de continuer. 5 sur 8. Sexto Alvaux. Capitaine Jean-Marie Lefebvre. Lefebvre était retraité à Toulon et vivait d'une modeste pension de la marine. Raphaël, grâce à ses relations, comble de l'ironie, acquises par le travail forcé que Lefebvre lui avait imposé sur les navires, obtint que la pension de Lefebvre, retardée administrativement, soit versée indéfiniment. La bureaucratie révolutionnaire était chaotique et facile à manipuler avec les bons pots de vin versés aux bonnes personnes. Sans pension, Lefebvre se retrouva rapidement à court de ressources. En 1796, Raphaël le contacta et lui proposa un emploi, gérant d'une petite flotte commerciale qu'il était en train de constituer. « Vous avez une expérience dans la marine qui me sera utile », expliqua Raphaël. « Le salaire est correct. » Lefebvre, dans le besoin, accepta. Il travailla avec compétence pendant 6 mois avant que Raphaël ne révèle. « Au fait, capitaine, vous m'avez acheté en 1786 pour 400 livres. Vous m'avez fait travailler au Téméraire jusqu'à ce que vous soyez presque mort de fièvre. Puis vous m'avez vendu en pensant que j'allais mourir. Vous vous souvenez ?» Lefebvre se figea. « Vous êtes votre employeur désormais. Et vous resterez mon employé à la tête de mes navires, car vous n'avez pas d'autre choix. Et chaque fois que vous contemplerez la mer, vous vous souviendrez que l'homme que vous traitiez comme un objet contrôle désormais votre destin. » 6 sur 8. 7e cible. Bertrand Rousseau, le petit commerçant. Rousseau fut le plus facile à embaucher. Sans le sou à Bordeaux, sans commerce ni bien, il fut simplement embauché comme commis par Raphaël. Un travail fastidieux, mal payé, mais suffisant pour survivre. Rousseau travailla pendant 1 mois entier avant de réaliser qui était son employeur. Lorsqu'il reconnut enfin Raphaël, il tenta de démissionner. « Tu peux partir, » dit calmement Raphaël, « mais j'ai racheté toutes tes dettes, et tu en as beaucoup. Si tu quittes mon travail, je saisirai immédiatement tes biens. Tu iras en prison pour dette. Sinon, tu peux continuer à travailler pour moi, et tes dettes seront gérées. » Rousseau resta.
et chaque jour à effectuer un travail dégradant pour un homme qu'il avait un jour qualifié d'animal stupide, était pour lui un véritable enfer. 7 sur 8. Huitième et dernière cible. Le comte Alexandre de Montbrun. Montbrun était le cas le plus complexe, car malgré la perte de ses propriétés coloniales, il conservait des liens familiaux aristocratiques à Paris. Mais Raphaël fit preuve de patience. Il attendit 1799, année où Napoléon prit le pouvoir et entreprit de rétablir un certain ordre aristocratique. Montbrun cherchait alors à récupérer ses biens grâce à ses relations familiales. Raphaël a déjoué toutes les tentatives. Il a utilisé de faux documents prouvant que Montbrun avait commis des atrocités à Saint-Domingue, certaines réelles, d'autres exagérées. Il a fait venir des témoins spécialement des colonies. Il a eu recours à des pots de vin stratégiques pour s'assurer que les demandes de Montbrun soient toujours reportées pour un examen plus approfondi. En 1801, Montbrun était désespéré et ruiné. Raphaël finit par lui faire une ultime proposition. « Vous pouvez travailler pour moi comme intendant de mon domaine rural que j'ai acheté près de Paris, ou vous pouvez continuer à lutter contre le système que j'ai manipulé contre vous. » Montbrun finit par accepter. Et lorsqu'il arriva sur les lieux, il découvrit l'ironie suprême. Il s'agissait d'une propriété ayant appartenu à un parent éloigné, vendue pour éponger des dettes et rachetée par Raphaël précisément dans ce but. « Bienvenue dans votre ancienne propriété familiale, dit Raphaël le premier jour. Désormais, vous la gérerez pour moi, et vous vous souviendrez chaque jour que l'homme que vous forciez à faire des tours pour divertir les invités est maintenant propriétaire de ce qui était autrefois vôtre. » 8 sur 8. En 1802, Raphaël avait 40 ans, et il avait accompli l'impossible. Les 8 hommes qu'il avait réduits en esclavage, exploités, brisés, travaillaient désormais pour lui, dépendaient de lui, existaient sous son contrôle. Ils n'étaient pas légalement esclaves. L'esclavage était progressivement aboli en France, bien qu'il ait persisté dans les colonies jusqu'en 1848. Mais ils étaient économiquement asservis, piégés par des dettes que Raphaël contrôlait, par l'absence d'alternatives que Raphaël avait systématiquement éliminées et par des informations compromettantes que Raphaël détenait. 2 étaient morts, Valcourt guillotiné, Dubois exécuté, Dufour mort d'épuisement. 6 vivaient sous la coupe directe de Raphaël, travaillant dans ses entreprises, dépendant de leur salaire, sans possibilité de s'échapper. C'était la vengeance parfaite. Mais Raphaël découvrit quelque chose de troublant. Elle n'apporta aucune paix. Les premières années après avoir assouvi sa vengeance furent étranges. Raphaël s'attendait à ressentir du triomphe, un apaisement, de la satisfaction. Au lieu de cela, il éprouvait un vide grandissant. Il se réveillait en pensant non pas à son succès, mais à 22 années gâchées. Il ne voyait pas la justice qu'il avait rendue, mais l'homme qu'il était devenu, un manipulateur froid, cruel à sa manière, obsédé par le contrôle, comme l'avaient été ses maîtres. Un moment en particulier le hantait. En 1803, il rendit visite à Mercier, à la clinique où exerçait l'ancien médecin. Il le trouva en train de soigner un jeune ancien esclave, grièvement blessé. Mercier travaillait avec précaution et douceur, utilisant exactement les mêmes techniques qu'il avait jadis employées pour torturer Raphaël, mais cette fois pour le guérir. « Mercier, Raphaël Chamou. » Le médecin se détourna, son visage trahissant la peur instinctive qu'il affichait toujours en présence de Raphaël. « Ce traitement est-il compétent ?» demanda Raphaël. « Oui, monsieur, je fais de mon mieux. »« Pourquoi ? Tu t'en fichais quand tu me tailladais. Pourquoi t'en soucies-tu maintenant ?» Mercier baissa les yeux. « Parce qu'à l'époque, je vous voyais comme un objet d'étude. Maintenant, après des années passées à travailler avec des gens que la société rejette, je vois ce que je refusais de voir auparavant. L'humanité. Alors tu as changé ? Je ne sais pas si changer est le mot juste. Peut-être que j'ai simplement appris. Trop tard pour réparer les dégâts que j'ai causés, mais pas trop tard pour essayer de faire le bien maintenant. » Raphaël ne savait que réagir. Il voulait que Mercier reste un monstre qu'il puisse simplement haïr. Mais l'homme en face de lui était complexe.
toujours coupable d'atrocités passées, mais cherchant aussi sincèrement à les expier. Des situations similaires se produisirent avec d'autres. Beaumont devint un gestionnaire compétent et noua même des relations respectueuses avec les ouvriers sous ses ordres. Lefebvre mit à profit son expérience de la marine pour former de jeunes marins avec une patience qu'il n'avait jamais manifestée lorsque Raphaël servait sous ses ordres. Même Montbrun, gérant une propriété rurale, traita les ouvriers avec une dignité qu'il n'avait pas observée à Saint-Domingue. Était-il en train de changer? Ou se comportait-il simplement mieux parce qu'il n'avait plus le pouvoir absolu? Raphaël n'en était pas sûr. En 1808, Raphaël réunit les 6 maîtres survivants qui avaient travaillé pour lui. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient tous au même endroit. Il organisa un dîner chez lui, dans une grande maison qu'il avait achetée, ironiquement semblable aux grandes demeures où il avait jadis été esclave. Les 6 hommes s'assirent nerveusement à table. Raphaël prit place en bout de table, position traditionnellement occupée par le chef de famille. « Messieurs, commença-t-il, vous avez travaillé pour moi entre 6 et 15 ans, selon la date à laquelle chacun d'entre vous a rejoint mon entreprise. Pendant tout ce temps, je vous ai traité comme vous m'avez traité, contrôle, manipulation, humiliation subtile, dépendance forcée. » Ils n'ont pas répondu, ils ont simplement regardé les assiettes. « Mais maintenant, j'ai 45 ans. Je suis fatigué. J'ai bâti un empire commercial qui vaut plus de 500 000 francs. J'ai un pouvoir dont je n'aurais jamais osé rêver. Et j'ai découvert que le pouvoir, la vengeance, le contrôle, rien de tout cela ne comble le vide laissé par 22 ans d'esclavage. » Il marqua une pause, prit une gorgée de vin. « Alors je vais faire quelque chose qu'aucun de vous n'a fait pour moi. Je vais vous libérer. » La stupéfaction parcourut la table. Les dettes que je contrôlais, les informations que j'utilisais comme moyen de pression, tout sera détruit. Vous pouvez partir, trouver un nouvel emploi et vivre le reste de votre vie en toute liberté. Vous pouvez aussi continuer à travailler pour moi, mais en tant que véritables employés, avec des contrats équitables et la possibilité de partir quand vous le souhaitez. Mercier fut le premier à prendre la parole. « Pourquoi, après tout ce que nous vous avons fait ?»« Parce que, interrompit Raphaël, si je continue à te contrôler, je deviens exactement ce que tu étais. Et je refuse que tu me transformes ainsi. Ma vengeance était de montrer que je pouvais faire ce que tu as fait, réduire des êtres humains à l'état de propriété économique. Mais mon humanité réside dans le choix de ne pas continuer ainsi. » 2 des 6 quittèrent le groupe, Rousseau et Montbrun, qui ne pouvaient plus supporter aucune association avec Raphaël. Les 4 autres restèrent, continuant à travailler, mais pour la première fois de manière véritablement bénévole. Raphaël vécut encore 21 ans, jusqu'en 1829, et mourut à l'âge de 66 ans. Sa fortune fut léguée en partie à des œuvres caritatives, venant en aide aux anciens esclaves, et en partie aux 4 anciens maîtres qui étaient restés à son service, Mercier, Beaumont, Lefebvre et un gérant qui avait remplacé Dufour. Dans son testament, il expliquait « Aux hommes qui m'ont jadis réduit en esclavage et qui ont ensuite travaillé sous mes ordres, vous me devez des vies entières de réparation. Mais je choisis de vous pardonner ces dettes, non par amour, mais pour rompre le cycle de domination qui nous a tous consumés. » L'histoire de Raphaël et de ses 8 maîtres devint légendaire parmi les anciens esclaves et les abolitionnistes. Elle incarnait le fantasme ultime, non seulement échapper à l'esclavage, mais aussi inverser complètement les rôles avec ses bourreaux. Mais elle contenait aussi un avertissement. La vengeance, même méritée, a un coût psychologique. Devenir le dominateur de ces anciens dominateurs n'efface pas des années de domination. Des documents relatifs à cette histoire subsistent en partie dans les archives de la Révolution française. Des contrats de travail entre Raphaël et plusieurs des hommes, des dossiers judiciaires des affaires intentées par Raphaël, des témoignages et même des fragments d'un journal intime que Mercier tenait à propos d'un homme de couleur extraordinaire qui était mon patient et qui est maintenant mon employeur, et qui m'a appris plus sur l'humanité par sa vengeance et son pardon final que toute ma formation médicale. Et vous, qui écoutez ceci en 2025, qu'en pensez-vous?
Raphaël a-t-il eu raison d'éliminer méthodiquement puis de contrôler les 8 hommes qu'il avait réduits en esclavage? Ou aurait-il dû simplement fuir et refaire sa vie sans se retourner? Et lorsqu'il les a finalement libérés, était-ce un acte de faiblesse ou une force ultime? Partagez vos réflexions. Il n'existe pas de réponse simple concernant la vengeance, la justice et jusqu'où les victimes doivent aller pour obtenir réparation de leurs tortionnaires. Inscrivez-vous pour recevoir d'autres récits des archives de la Révolution française. Des histoires de vengeance impossible, de retournements de situations complets et de questions morales qui restent sans réponse facile des siècles plus tard. Voici l'histoire de Raphaël, l'esclave qui a asservi 8 maîtres. Une histoire de vengeance parfaite qui a pourtant laissé un vide. L'histoire de la façon dont, même lorsque les victimes triomphent totalement de leurs oppresseurs, les cicatrices demeurent.